Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bonjour les lutétiens. Comme le dit le fameux adage, vaut mieux tard que jamais. Et oui, l'after Lutèce arrive. L'after Lutèce n'est jamais en retard. Il arrive quand il veut, quand il peut. Ben, il arrive, il est là, voilà. Et oui, bienvenue dans l'after Lutèce. Enfin l'after Lutèce qui débarque sur vos réseaux préférés. L'After Lutèce, la seule émission qui dit tout haut ce que tous les lutétiens pensent tout bas. N'oubliez jamais ça. Et on va tout dire dans cette émission, on va tout dire aujourd'hui. Presque tout, presque tout. Parce que, oui, je sais, nous sommes presque en fin de 8e journée. Et moi, je vais parler du premier tiers. Pas que, mais je vais parler du premier tiers du championnat. Je n'en ai pas encore parlé, mais on va en parler beaucoup parce qu'il s'est passé énormément de choses. Et il faut tout dire, il faut tout donner aux lutétiens et à notre public adoré. L'information, le journalisme ne connaît pas de frontières. Journalistes sans frontières, c'est nous, c'est nous. Nous intervenons sur tous les terrains, aussi bien à la revanche, même que chez Akhtar. On va sur les terrains de guerre, on va jusqu'à chez Akhtar s'il faut, on va à Bussy, il n'y a pas de souci, on va partout. Donc, on est les journalistes de l'extrême. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans cette émission? Je vais faire donc un petit rappel, malgré tout, de ce qui s'est passé sur le premier tiers du championnat. Alors, je vous rassure, on me l'a déjà dit de nombreuses fois, Duda, c'est génial ce que tu fais, c'est top, on te kiffe, mais trop de stats, tu les stats. Ok, j'ai compris, je vais quand même en donner plein, mais je vais essayer de faire vite et pas rentrer non plus dans tous les détails. On va parler donc de la fin du premier tiers. Je vais faire un rapide résumé des journées 4 et 5, mais très rapide, vous inquiétez pas. On va essayer de s'amuser de comparer les statistiques, rapidement encore une fois, avec les saisons passées sur le premier tiers du championnat. Et puis ensuite, on rentrera un petit peu plus dans le détail sur ceux qui ont bien parfait, ceux qui ont moins bien parfait, sans parler des performances individuelles. Là, ce sera une vidéo à part, et une vidéo entière et plus longue, même plus longue que celle-ci, presque aussi longue que le... Comment s'appelle ce fromage qui s'étire là je sais plus. Le ficello, voilà. Et on parlera aussi du chasseur, même si le chasseur, je vais faire l'analyse du chasseur à ce jour. Là, je vais un peu extrapoler au-delà du premier tiers du championnat. Rentrons tout de suite dans le détail. Allez, hop, c'est parti. Alors, première chose, avant de parler de l'ensemble du premier tiers de la saison, intéressons-nous aux journées 4 et 5, parce qu'il y a quand même eu pas mal de choses super sympas. Alors, comme je ne vais pas rappeler les matchs qu'il y a eu, mais je vais quand même donner quelques stats et une vision globale de ces deux dernières journées du premier tiers du championnat. Alors, honnêtement, quand on regarde les stats, quand on compare les stats, ce qui est certain, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de finesse dans le jeu et beaucoup moins de violence. Je note par exemple 66, puis 77 touchdowns marqués sur l'ensemble des journées 4 et 5, avec une journée 5 incroyable, 77 touchdowns, c'est énorme, c'est une moyenne de 1,32 touchdowns par coach, c'est juste gigantesque, autant de vous dire, c'est du jamais vu sur le premier tiers de la saison, d'avoir marqué autant de touchdowns et une telle moyenne par coach au niveau des touchdowns. C'est incroyable. En comparaison, par exemple, l'année dernière, nous étions à 1,1 touchdown en moyenne sur la journée 4 et 1,03 sur la journée 5. Là, la journée 5, c'est 1,32. Je ne sais pas si vous voyez l'écart. Enfin, c'est le mont Everest et la fosse des Mariannes, oui c'est ça, des Maldives, je sais plus, mais c'est très profond, voilà, l'écart est immense en tout cas. Par exemple, 1,32 touchdowns en moyenne par coach, c'est ce qu'on atteint globalement, généralement, sur la fin de saison, quand les équipes sont déjà très compées, quand il y a des matchs cruciaux à jouer pour certains coachs et d'autres qui sont au fond du trou et qui peut-être laissent plus de trous en défense. Là, cette moyenne-là, on l'atteint dès la J5. C'est juste immense, c'est juste énorme. Bon, c'est dû à plusieurs critères, hein, naturellement, du fait de la présence de nombreuses équipes elfes et de nombreuses équipes agiles. Hein. Je l'avais dit dès le début de saison que il y avait quand même une belle présence d'équipes agiles cette saison. Alors, c'est pas l'explosion d'équipes agiles, mais comme il y en a un petit peu plus que par les saisons passées, et qu'il y a beaucoup moins par contre d'équipes polyvalentes,
il y a pas de contre naturel véritable à mettre en face des équipes agiles parce que c'est pas les lourds en fait qui sont le contre des équipes agiles, c'est plutôt les équipes polyvalentes du type nécro, de type humain, Amazon ou autre, à mon sens bien sûr. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très encourageant pour la suite. Moi, j'espère que ça va aller crescendo parce que là, c'est vraiment, c'est l'explosion. On est dans l'exponentiel au niveau des stats, au niveau des touchdowns. Par contre, la contrepartie de cela, c'est que il y a une stagnation au niveau de la violence dans la bagarre, dans le combat. On voit un infléchissement net, clair du nombre de sorties. Hein. On redescend sous la barre des 100 sorties réalisées au dé. Je parle bien de réalisées au dé. Après des journées 2 et 3 qui étaient très prolifiques sur ce point-là. Et du côté des agressions, alors là, c'est très mitigé parce qu'on a eu tout à coup une montée en flèche en 4e journée du nombre d'agressions. 18 agressions réussies au total, c'est énorme. Et on tombe de très haut, je trouve, de très haut en J5 parce qu'on redescend tout de suite à 8 agressions réussies. Donc 18 à 8, ça fait un écart de 10 agressions. C'est presque du jamais vu aussi hein, d'avoir un tel écart entre 2 journées qui se suivent au niveau des agressions. Et du coup, qu'en est-il de l'expérience ? Celle-ci évolue aussi forcément en fonction des touchdowns marqués et du nombre de sorties réalisables parce que c'est vraiment ça qui permet d'avoir le plus d'XP par équipe. On est à 679 points d'expérience au total sur la 4e journée et on passe à 695 XP en J5, ce qui donne une moyenne de 11,98 XP par coach par équipe sur la J5. Là aussi, c'est énorme, c'est gigantesque comme moyenne. En réalité, c'est un record depuis la saison 2022-2023. Et quant à l'année dernière, seule la J3, qui était vraiment l'exception, qui confirmait la règle, se rapprochait de cette moyenne de 11,98 avec une moyenne de 11,8 XP par équipe. Et là, vous voyez qu'on crève les plafonds en réalité. Malgré tout, il ne faut pas oublier qu'il y a une saison qui avait tout cassé, qui avait cassé mon système, tout cassé l'algorithme. C'était la saison 2022-2023 où sur la première journée, rien que sur la première journée, parce qu'après ça s'est très vite calmé, sur la première journée, on avait fait 12,33 points d'expérience par coach sur la première journée. C'était... Je me rappelle plus ce qui s'était passé. Si, il y avait eu beaucoup de matchs avec énormément de sorties. Hein, et de toute façon, c'était une saison, au niveau des stats, une saison légendaire. On verra ça tout à l'heure. Mais il n'y a qu'une journée, en fait, sur les 5 années que nous avons vécues, il n'y a qu'une journée, donc la première journée de la saison 2022-2023, qui avait fait mieux que la J5 de cette année, où cette année, on fait 11,98. Et donc en 2022-2023, l'ouverture du championnat, c'était 12,33. Je ne vais pas en faire des caisses sur ces journées 4 et 5, mais vous voyez quand même un léger infléchissement des stats essentielles du championnat, mis à part, comme je le disais, les touchdowns qui tout à coup remontent en flèche en J5, et ça va de pair, effectivement, les points d'expérience aussi remontent en flèche. Maintenant, au niveau des rosters, alors ce que je note sur ces 2 journées-là, hein, on va parler ensuite sur le premier tiers, mais sur ces 2 journées-là, ce que je note surtout, c'est que évidemment les hommes lézards sont à mettre en avant naturellement. Ils ont maintenu leur très bonne forme avec 10 points au total glanés sur les 12 possibles. Mais sur les 2 journées dont je parle, les journées 4 et 5, ils ont été battus au niveau de la performance par les Scaven. Et oui, les Scaven se sont enfin éveillés avec 16 points sur 18 possibles. Donc, voilà, c'est une moyenne légèrement supérieure à celle des hommes lézards. Et en plus, c'était plus difficile parce que les Scaven sont représentés par 3 équipes alors que les hommes lézards ne sont que 2 équipes. Alors, du côté de la débandade, je vais surtout noter le score calamiteux des elfes sylvains, malheureusement, avec une seule victoire, donc 3 points sur 18 possibles. C'est catastrophique pour un roster pourtant très efficace en début de saison. Mais là encore, ils sont battus par un autre roster qui fait pire que ça, et on l'avait prédit, hein, je l'avais dit dès le départ, mais tout le monde l'avait senti. Les humains, c'est catastrophique, cataclysmique, c'est la débandade suprême. C'est un point sur 18 possibles. Un match nul et 5 défaites.
donc sur les 2 journées écoulées de la fin du premier tiers de la saison. Les humains vraiment tombent dans les limbes infernales du chaos, de l'oubli, de la mélasse, de ce que vous voulez. Ils sont au fond du trou, tout simplement. Je peux pas donner plus de synonymes ou de ce que vous voulez, de comparatifs avec ce qui se passe au niveau des équipes humaines. C'est catastrophique. Bon, après, je me suis amusé aussi à faire un petit comparatif parce que, mine de rien, à force de faire les stats, je commence à avoir un gros paquet de stats différentes sur l'ensemble des saisons. Ça commence à faire beaucoup. Donc, je me suis amusé à faire un comparatif entre l'ensemble du premier tiers de la saison et les premiers tiers des saisons passées pour voir où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on se situait au niveau des tendances globales du championnat, du début de championnat. Comment le championnat débute en fait, le premier tiers, hein, comment il a débuté par rapport aux saisons passées. Et donc, il n'y a pas à dire, hein, cette année, malgré tout, si je regarde les stats dans leur globalité, c'est une saison, on va dire, extraordinaire. C'est une saison excellente. Les stats explosent un peu partout dans tous les sens, à un niveau, franchement, que j'ai rarement vu, honnêtement. Quelles sont les explications pour cela, sachant que, normalement, les saisons extraordinaires, c'est quand il y a beaucoup d'équipes agiles, beaucoup de minus, où certaines équipes un peu plus costaudes ou des coachs plus expérimentés peuvent s'amuser, peuvent exploser leurs adversaires et faire beaucoup de touchdowns, beaucoup d'XP, beaucoup de sorties, etc. etc. Bah, là, on n'a pas ça. Alors certes, on a beaucoup d'équipes elfes, mais qui sont quand même coachées par des coachs expérimentés. On a très peu de minus en face à donner aux adversaires, donc on ne peut pas dire que ça joue là-dessus. Moi, je pense que j'analyse ça comme ça, hein, je ne suis pas forcément dans le secret des dieux, mais je pense que c'est dû au fait que il y a une émulation en fait globale sur le jeu. Je trouve que le jeu, voilà, à force de le jouer, à force de le jouer aussi sur Internet, faut pas se leurrer, hein, il y a beaucoup plus de coachs qui, arrivant à la Lutèce, ont déjà un petit bagage de jeu. Il y a très peu de noobs, hein, soyons honnêtes, il y a très peu de noobs qui arrivent. Hein. Moi, quand je suis arrivé dans ce jeu-là il y a 20 ans bientôt, j'étais, enfin à la Lutèce en tout cas, pas dans le jeu, mais à la Lutèce, j'étais noob, je ne connaissais pas le jeu, pas vraiment le jeu, on jouait entre potes comme ça de temps en temps, mais on réfléchissait pas sur les tactiques, on réfléchissait pas sur de comment jouer, on jouait vraiment de manière très détendue. Là, j'ai l'impression que tous les nouveaux qui arrivent, ils ont déjà un certain bagage, une certaine expérience, que ce soit sur Internet, que ce soit même dans des petites ligues à côté, ou même entre potes. Bah, forcément, l'explosion d'Internet aussi fait que il est beaucoup plus facile de trouver des infos, des schémas tactiques, des styles de jeu, etc., etc. Ça aide. Et donc, il y a beaucoup plus d'émulation. Enfin, le jeu est beaucoup plus émulsionné. émulsionné. Dans tous les cas, il est plus joué. Et donc, il y a le niveau, tout simplement, le niveau moyen global qui augmente, d'où les stats qui se consolident, voire qui explosent, par exemple au niveau des touchdowns. En tout cas, les courbes des tendances sont très claires. Par exemple, si vous prenez la courbe des touchdowns, on le voit, ça apparaît sous vos yeux ébahis naturellement. Par exemple, l'année dernière, l'exubérance de la J1, on voit bien que c'était une folie passagère et le tout pour l'attaque s'est calmé très très vite. Hein. C'est tombé comme un soufflé au fromage. Tout ça, c'était tombé dans les méandres de la tristitude automnale, voilà, et les coachs ne marquaient plus de touchdown, alors que cette année, au contraire, c'est la seule année, vous voyez sur le tableau, c'est la seule année où le nombre de touchdowns augmente en flèche sur la fin du premier tiers de la saison. Et pareil, si vous prenez la moyenne des passes, c'est l'exubérance totale. On est dans la folie. C'est le Lido, c'est les folies bergères, c'est le Moulin Rouge. Alors que les saisons passées, c'était le troquet de Roger à Clampin-les-Bains. C'était catastrophique. Là, les passes, c'est l'exubérance totale. C'est Rio de Janeiro. C'est comme ça qu'on fait. L'accent, il était pourri, hein, on est d'accord. Enfin bref. C'est simple, regardez les stats, on fait le double de nombre de passes, quasiment le double de nombre de passes des saisons 2023-2024 ou 2024-2025. Et on voit même que la saison historique, donc 2022-2023, avec un nombre incroyable d'elfes,
même si elle commence comme notre saison là, elle s'est tout de suite essoufflée. Et l'euphorie, elle était de courte durée, alors qu'aujourd'hui, bah, ça s'essouffle pas, ça continue. Le nombre de passes continue à être plus que stable. Alors ça baisse légèrement, tout légèrement, mais vous voyez par rapport aux saisons passées, on est vraiment à des niveaux totalement différents. Alors c'est totalement contraire au niveau de violence. Alors là, ça s'explique aisément avec le nombre d'équipes L, forcément cette année, le nombre d'équipes agiles, et ben forcément on va pas demander aux oreilles pointues d'aller dans le bourrinage. À part un coach, hein, mais on en parlera tout à l'heure, hein, à part un coach. Mais le reste des elfes, forcément, c'est très calme. Donc, naturellement, on peut pas tout avoir. Voilà. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de l'orque noir. C'est pas possible. C'est pas faisable. Donc forcément, il y a une stat qui devait être moins bonne que les autres, bah, c'est celle de la violence. Cette année, il y a un peu moins de violence. Après, c'est pas non plus catastrophique, soyons honnêtes. On est dans une tendance faiblarde, voilà, on est dans une tendance faiblarde par rapport aux autres saisons, mais c'est pas non plus catastrophique. On n'attend pas les méandres du fin fond du trou du cul du monde de la saison 2023-2024. Alors c'était une saison avec énormément d'équipes lourdes pour le coup, donc équipe lourde contre équipe lourde, ça sort pas beaucoup, hein, soyons honnêtes. Donc forcément, la stat était catastrophique. On a quand même un joli sursaut en J3 et J4 où on dépasse les 2 éliminations réalisées en moyenne par les coachs. Mais on a quand même une tendance, vous voyez sur le graphique, on a quand même une tendance assez faible. Et c'est là où on voit aussi que la saison 2022-2023, elle était merveilleuse. C'était la folie. C'est pour ça que je parle de saison légendaire. C'était une saison de folie, même au niveau de la violence. Et c'est la même chose avec les agressions. Et vous voyez le graphe des agressions, comme il est assez constant sur certaines journées. C'est dingue hein, quand même quand on compare les saisons précédentes. Le pic de la J4, bah, ça permet de le mettre en parallèle avec le pic de la même journée sur la violence en général du championnat. C'était une embellie, si vous voulez, dans un paysage assez morne cette saison, hein, tout simplement. Dans la globalité, on note quand même une diminution du nombre d'agressions réussies par rapport aux saisons précédentes. Pour le coup, les saisons 2022-2023 et 2024-2025 étaient quasiment identiques, si vous regardez les stats. Hein. Alors qu'aujourd'hui, bah, regardez, on vit à peu près la même chose qu'il y a 2 saisons en termes d'agression. Alors, est-ce que c'est la présence des minus qui veut ça? Probablement. Rappelez-vous qu'il y a 2 ans, on avait le même nombre de minus peu ou pro qu'aujourd'hui. Donc, c'est peut-être ça l'explication, tout simplement. Je note quand même cet excellent résultat de 18 agressions réussies en J4, mais comme je dis, c'est l'exception qui confirme la règle. Il faut savoir que c'est un record absolu sur une journée en nombre d'agressions sur un début de saison, sur un premier tiers de la saison depuis 4 ans. Donc il faut vraiment l'enregistrer dans son crâne. Cette J4 était exceptionnelle au niveau des agros. Je ne sais pas ce qui vous a pris les gars. Est-ce que tout à coup vous avez joué contre des coachs que vous appréciez pas trop et vous vous êtes dit tiens je vais lui marcher sur la tronche de ces joueurs, je sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, on passe de quasiment rien à 18 tout à coup. Enfin, c'est dingue, c'est dingue. Bon, après, c'est sûr que je parle du premier tiers parce que sur les tiers 2 et tiers 3, sur les saisons passées, on a fait beaucoup mieux que 18. Hein, je vous rassure, on était monté jusqu'à parfois 25-28 agressions réussies sur une journée. Donc, je parle bien du début de saison, du premier tiers de la saison. En finale, pour pas être trop barbant avec les stats, hein, encore une fois, je ne veux pas faire non plus une vidéo hyper longue. Au niveau de l'expérience, qui est la stat essentielle, in fine, parce que c'est celle qui démontre la bonne forme ou la mauvaise forme des rosters, et donc de ce qu'ils ont pu réaliser ou pas réaliser sur le terrain. Hein. On le voit que, ou au mieux, au travers des XP. Eh bien, si vous regardez bien, on s'en sort magnifiquement. Comme je disais, c'est extraordinaire ce qu'on fait, surtout en J5, où on crève les plafonds. On le voit clairement sur le graphique. Sur les saisons passées, le nombre d'XP était vraiment en chute constante, alors avec des J1 vraiment réussis, et puis après ça chutait de manière drastique. Là, bizarrement, on suit le chemin inverse, c'est-à-dire que bon, c'est pas mal, puis ça tombe, et ça remonte en flèche en J5. Alors encore une fois, je dis bien à l'exception de la première journée de la saison
2022-2023, qui était une saison légendaire, hein, encore une fois, garde-le bien en tête. Si vous regardez le graphique, on est quasiment tout le temps dans le haut du panier, sinon les premiers en termes d'XP. C'est une des meilleures, sinon la meilleure saison pour un démarrage de début de saison. Donc, l'explication elle est simple, hein, comme je disais, c'est surtout les touchdowns et les passes réussies qui font qu'on est en haut du panier sur le nombre d'XP, parce que, comme je disais, la violence, donc les sorties OD, c'est très faiblard, c'est ce qui apporte aussi de l'XP. Donc, voilà, l'explication doit être trouvée ici, tout simplement. C'est là où on voit aussi, en termes d'XP, que la saison 2023-2024, c'était catastrophique. Mais encore une fois, je répète, c'était une saison avec beaucoup d'équipes lourdes, peu de touchdowns marqués, moins de sorties réalisées, donc c'était vraiment une saison très 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 moyenne à ça, mais on y reviendra. Parlons maintenant de la forme des rosters sur le premier tiers de la saison. Oui, parce qu'il y en a un parmi nous, hein, parmi tous les coachs, il y en a un qui crève d'impatience que j'en parle. Oui, le PEG, c'est de toi que je parle, évidemment. Et oui, les hommes lézards ont réalisé un parcours parfait ou quasi parfait. C'est simple, avec une moyenne de 2,6 points par match glané. C'est simple, ils égalisent le record historique sur un démarrage de saison de l'année dernière, réalisé donc par les unis représentés polyvalents. C'était qui? C'était les humains et l'Alliance du Vieux-Monde, naturellement Pedro et Scriptimkis, qui avaient réalisé la même moyenne. On sait comment ça s'est fini, hein, avec l'Alliance du Vieux-Monde qui gagne le championnat. Est-ce que les hommes lézards suivront le même parcours? Je l'espère, le PEC, je l'espère pour toi, mais attention, t'es pas tout seul, il y a Nico aussi. Hein. Et si on regarde bien, mais j'y reviendrai, Nico, il s'en sort plutôt pas mal aussi, j'y reviendrai quand on parlera des performances individuelles, mais Nico s'en sort pas si mal que ça, il s'en sort même, allez, je spoilie un peu, mieux que toi sur le premier tiers de la saison, et ouais, il s'en sort mieux que toi. Dans tous les cas, 2,6, vous voyez sur le tableau, 2,6 points par match, ils égalisent le record, et puis ils sont à des années-lumière des autres rosters. On note quand même 5 catégories de rosters, hein, puisque les hommes lézards sont derrière suivis, mais de très loin, comme je disais, par les nécromanciens, avec 2 points en moyenne par match, ce qui est déjà excellent, c'est très bien. Les nécromanciens, alors que c'est un roster diesel, ils connaissent un début de saison stratosphérique aussi, hein, 2 points par match, c'est énorme, hein, soyons honnêtes. Derrière, on retrouve les Scaven qui sont un peu au ralenti, mais en réalité, pas plus que ça. L'année dernière, ils avaient démarré avec 1,86. Là, ils sont à 1,8. Donc, vous voyez, c'est quasiment kiff-kiff. Alors, certes, par le passé, les Scaven étaient plutôt coachés par des coachs très expérimentés, voire moyennement expérimentés. Là, c'est un peu moins le cas, puisqu'on a 3 coachs, dont un très expérimenté, Eddie, ancien vainqueur du championnat, naturellement, et un nouveau, mais qui performe de feu de Dieu, qui est Archibald, mais je l'avais prévenu que ça pouvait se passer comme ça. Et puis Johnny Velociraptor, qui s'en sort très bien, hein, par rapport à ses années précédentes à la Lutèce. C'est quand même sa 3e saison à la Lutèce, donc ça y est, il commence à avoir de l'expérience. Et là, on voit que voilà, il a peut-être trouvé le roster qui lui plaît. Il s'en sort bien mieux qu'avec ses autres rosters les saisons précédentes. Et donc, là, on a les Scaven qui sont dans le coup et qui peuvent vraiment perfer sur le deuxième tiers. Donc attention aux Scaven quand même. Et puis ensuite, on a quand même les Amazones et les Vampires, donc des rosters. Alors là, pour le coup, coachés par des coachs expérimentés et en plus qui sont pas nombreux parce qu'ils ont que 2 représentants chacun dans la saison. Donc très belle moyenne de 1,7. Et derrière, on a quand même des rosters solides. Les Minus 1,66. On sait très bien que pour les Minus, les débuts de saison, ça s'apparente souvent à un beau chemin de plaisir et de destruction adverse. Ça se confirme cette année. Et on le voit tout de suite, hein, après, hein, on parlera plus tard du début du deuxième tiers de la saison. Ça se calme tout de suite après, dès la J6, J7, J8, c'est beaucoup plus calme, hein, chez les Minus. En tout cas, ils vivent un très beau début de saison, un très beau premier tiers de la saison. Les Norse aussi, 1,65, qui sont dans la moyenne, mais dans plutôt le haut du panier, le haut du panier moyen. Hein, donc, très belle moyenne aussi pour les Norse, et surtout belle moyenne, alors que eux
Au contraire des autres rosters qu'on a cités, ils ont 4 représentants. Donc vraiment, vraiment belle perf des Norths. Les polyvalents qui sont là aussi, belle moyenne, ils sont dans la moyenne. Alors là, c'est Asmogi et Bosque. Très bien, 1,5 points en moyenne par équipe, c'est pas mal. Ça aurait pu être un peu mieux, ça aurait pu être un peu moins bien, mais c'est pas mal. D'ailleurs, je vous affiche en même temps le tableau, le fameux tableau de Courchevel. Vous voyez, euh, le nombre de points correspond exactement à sa moyenne de points marqués sur points max. Hein. On voit très bien que les positions des différents rosters sont exactement identiques. Derrière, on retrouve des rosters qui ont un peu plus de mal, mais c'est standard chez eux. Les Orques, l'Union Elfique, qui s'en sortent quand même pas si mal que ça par rapport aux saisons précédentes. Les Unions représentées bagarreurs, voire les Elfes Noirs, c'est une moyenne constante pour ces rosters-là sur les débuts de saison. Les Orques Noirs, bon, bah, on s'y attendait, ils allaient être dans le dur, 1,35, c'est un peu normal. C'est même mieux que ce sur quoi je comptais, donc c'est un peu normal de les retrouver là. Les morts-vivants, faut en parler. Les morts-vivants, c'est catastrophique. D'habitude, c'est un roster qui trust le haut du panier sur le début de saison. Là, avec 1,26, c'est un des rosters qui déçoit le plus. Sinon, le roster qui déçoit le plus, les morts-vivants, c'est quand même l'un des rosters phares à la Lutèce, un des rosters solides. On sait que chaque année, ils perfent. Là, ils sont vraiment dans vraiment le troisième tiers, si vous coupez le tableau en trois, hein, ils sont dans le troisième tiers, donc dans les équipes, les rosters qui perfent pas du tout, et les retrouver à ce niveau-là, à un niveau aussi pathétique, c'est vraiment incroyable de les voir là. Il en est de même pour les Elfes Sylvains. 1,06 en moyenne glané par équipe par match. C'est catastrophique, les Elfes Sylvains. C'est catastrophique. Normalement, c'est un roster qui perfe bien sur le début de saison. C'est pas possible de les voir si bas. Enfin, je veux dire, on peut dire d'ores et déjà que le début de saison est plus que raté pour les Elfes Sylvains, en même titre que les morts vivants. Les Elfes, bon, on s'y attendait un petit peu, hein, on s'y attendait pas un petit peu. Il y a quand même quelques coachs qui ont pris le roster, qui sont des coachs débutants, voire on sentait qu'ils allaient avoir du mal à gérer ce roster-là. Mais là, une moyenne de 0,72 points pris par match, c'est vraiment très bas, c'est vraiment bah, drastiquement mauvais tout simplement. Mais c'est pas aussi drastique que les deux qui restent là. Et le chaos, alors le chaos s'en sort heureusement ils s'en sortent. Ils sont pas derniers parce que le début de saison, les journées 1 jusqu'à la journée 3, c'était eux les pires. Mais ils sont fait dépasser par le bas, par les humains. Donc le chaos finit à 0,66. Je veux dire, c'est même pas, même à peine la moitié d'un point par match. Enfin, c'est scandaleux, on va dire. Mais les humains, c'est pire. 0,53. Il n'y a que, je crois, les hommes lézards l'année dernière qui avaient fait pire que ça. Et encore. Là, c'est vraiment 18% de points glanés sur le maximum de points possible. 18%, c'est catastrophique. Catastrophique. Et puis, vous voyez sur le tableau de Courchevel que les humains sont quand même dans le rouge à peu près sur tous les tableaux, hein, franchement. Par exemple, mis à part les Mus, c'est quand même le roster qui a subi le plus de blessures en moyenne. Enfin, je veux dire, humain, c'est pas possible. Ils subissent plus de blessures que les elfes sylvains. Il y a que les Minus qu'ils ont devant d'eux. Alors, par rapport au tableau de Courchevel, qui est très bien, hein, je ne vais pas le commenter en entier, vous avez toutes les stats qui apparaissent sous vos yeux ébahis. Juste un petit détail, pour moi, il y a une petite erreur. Pas pour jeter la pierre à Courchevel, évidemment, mais pour moi, il y a une petite erreur. Le chaos, c'est bien le chaos qui est le meilleur sorteur. Heureusement, ils ont ça pour eux. Mais ils ont une moyenne, pour moi, hein, de 2,46 sorties réalisées OD et non de 53. C'est un petit détail, mais on lui pardonne naturellement. Mais très bon résultat pour le chaos et très bon résultat pour les orques aussi, hein, en termes de sortie. Bon, les Minus, on s'y attendait. Comme je disais, les Minus roulent sur tout le monde comme chaque année en début de saison. Forcément, avec Morgue dans l'équipe, c'est plus simple, hein, de faire des sorties. Mais les Orques, pas mal. Belle réussite avec 2,24 sorties réalisées OD par coach en moyenne. Très bon résultat pour les Orques également, hein, comme ils sont pas très loin des élus du chaos, sincèrement.
que j'aime bien aussi, c'est le roster le plus solide, hein, les nécros avec seulement 0,27 blessures subies par journée. Très beau résultat des nécros. On ne les attendait pas aussi solides. On savait que c'était un roster solide, mais là ils perfent très bien. Très 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 beau résultat des nécros quand même, hein. Et puis ce qui correspond aussi à leur bonne forme en termes de points pris, hein, de points pris par journée. C'est le deuxième meilleur roster, le deuxième roster le plus efficace sur le premier tiers de la saison. Donc attention Necro, parce que d'habitude c'est un roster diesel, et là il démarre fort dès le départ. Ça peut aller loin, hein, ça peut aller loin. Attention, attention au Necro, attention. Bon, passons à la cerise sur le gâteau, les stats générales. Les stats générales, là où c'est cool, c'est que je vais enfin pouvoir m'appuyer sur le fameux site de notre cher Scarabée, enfin le site de la Lutèce, mais refait par Scarabée, qui est juste extraordinaire, c'est trop génial. Allez, on regarde ça tout de suite. On va commencer à parler des touchdowns. Et comme je disais, en termes de touchdowns, c'est la meilleure saison, hein, par rapport aux 5 saisons sur lesquelles j'effectue les stats. On a une moyenne de 1,18 touchdowns de marqués par équipe et par match, ce qui nous fait 5,95 touchdowns par équipe au total de marqués en moyenne sur le premier tiers de la saison. C'est tout simplement leur meilleur résultat par rapport aux années précédentes, comme vous pouvez le voir sur le petit graphique, enfin le petit tableau que j'affiche. Alors, quels sont les meilleurs rosters? C'est les Scaven en premier, 1,86 touchdowns en moyenne de marqués, suivi des Hommes Lézards, 1,6, et l'Union Elfique, 1,55, pas mal l'Union Elfique, mais on retrouve ici les rosters plutôt prolifiques en termes de touchdowns. Les plus mauvais sont le KO, hein, 0,66 touchdowns de marqués, et les OELF, alors là je suis très étonné pour les OELF, avec les orques noirs, bon, pour eux c'est plus classique, 0,8, donc c'est vraiment les cancres de la saison. Et au niveau individuel, c'est là que j'aime Scarabée. C'est là que j'aime Scarabée, parce qu'on voit tout de suite les meilleurs et les moins bons. Alors sur le premier tiers de la saison, c'est Ashram, Eddie et donc je disais Johnny, qui réalise une belle perf. C'est 10 touchdowns de marqués chacun. C'est les premiers tout simplement. Alors, à noter que quand même l'année dernière, Alaric avait fait bien mieux. Il avait marqué 13 touchdowns dans la même période de l'année. Donc il était loin devant les Scaven, Eddie et GVE et même Ashram. Il était loin devant eux. Alors les plus mauvais, les plus mauvais, il faut en parler aussi, hein. Les plus mauvais, c'est malheureusement DJ. Un seul touchdown de marqué avec son KO. C'est lui qui baisse la stat du KO, hein, tout simplement. Un touchdown de marqué. Bon, c'est pas grave DJ, je te rassure. Il y en a qui avaient fait beaucoup pire que ça, bien plus pire que ça évidemment. Rappelez-vous, rappelez-vous de la saison 2023-2024. Vous vous rappelez d'une fameuse doublette qui jouait Pacte? Non, ça vous parle pas? Est-ce que je pourrais vous la montrer? Je sais pas, j'hésite. Est-ce que je peux vous la montrer? Hein? Vous vous rappelez de cette équipe-là? Vous vous en souvenez, les favoris de Slanesh, là? Zéro bulle, zéro touchdown marqué sur les 5 premières journées. Ah, pour ceux qui s'en souviennent, qui étaient les grands gagnants? Mais oui, tout le monde les connaît. Pas besoin de rajouter de l'huile sur le feu. Vas-y, Buckler et Yaouch. Enfin, Andvark. Oui, Andvark, bien sûr. Zéro touchdown non marqué. Donc, DJ, je te rassure. C'est très bien ce que tu as fait avec un touchdown. T'inquiète pas. Alors au niveau des défenses, si c'est la meilleure attaque cette saison, forcément c'est les pires défenses aussi, hein. Donc on peut pas tout avoir, on n'a rien sans rien. Si on a marqué le plus de touchdowns, c'est qu'on a aussi encaissé le plus. Donc c'est la pire saison, tout simplement. On s'est pris le plus de touchdowns dans la tranche. Alors qui sont les bons élèves au niveau des rosters? C'est les Hommes Lézards, hein, 0,4 touchdowns d'encaissés. Donc c'est les meilleurs marqueurs et les meilleurs défenseurs, tout simplement. Donc là on voit aussi la forme des rosters, c'est les Hommes Lézards qui battent le haut du pavé, suivi des Nécros. Donc comme je disais, les Nécros, très bon roster, très fort, 0,53 touchdowns encaissés. Et enfin les Amazones, pas mal, les Amazones 0,8, donc moins de 1 touchdown encaissé en moyenne par un roster, c'est que ça marche plutôt pas mal, Et les rosters les plus mauvais, les Elfes Sylvains,
1,67 touchdown encaissé. Ouais, ça va pas du tout pour les elfes sylvains. Autant de touchdowns encaissés, c'est pas normal. Surtout pour les elfes sylvains. Les hauts elfes, toujours pareil. Donc eux, c'est les pareil, ils sont les deuxièmes plus mauvais marqueurs et deuxième pire défense. C'est catastrophique. 1,76, 4 touchdowns encaissés en moyenne. Et puis le KO, alors pareil, hein, c'est voilà, les rosters les mauvais. Le KO, c'est 0,66 touchdowns de marqués pour 1,6, pardonnez-moi, de touchdowns encaissés par match, par coach. Donc c'est vraiment voilà Alors c'est marrant, on voit pas les humains. Les humains, ils encaissent pas beaucoup de touchdowns, ils en marquent pas beaucoup, mais voilà, ils sont pas les pires. Pourtant, c'est ceux qui font le moins de points. Il y a eu beaucoup de 0-0 ou des 1-0, alors que ces rosters-là, les OF, le KO, ils sont pris des 3-0 dans la tronche déjà, et pas les humains. Plus. Les humains, ça perd, mais ça perd pas de beaucoup, tout simplement. Ça marque pas, mais ça perd souvent avec des 1-0, tout simplement. D'où le fait que, même si les humains sont le pire roster au niveau du nombre de points acquis, c'est pas le pire au niveau des défenses ni des attaques. Alors là aussi, grâce à Scarabée, bah, vous voyez, hein, de toute façon c'est affiché. Vous n'avez qu'à voir vous-même, à aller sur le site vous-même, c'est pour ça qu'il est là. Hein. Les meilleures défenses, ils sont beaucoup cette année. L'année dernière, on en avait il y avait que deux coachs, enfin deux équipes avec une doublette, puisque c'était Pedro Larraine et Scriptim Kiss qui étaient les meilleurs défenseurs, avec 2 touchdowns d'encaissés. Et là, ils sont beaucoup plus nombreux, toujours la même moyenne, le même nombre de touchdowns encaissés. 2, c'est Akhtar, Ashram, le Peg, Nico, donc les hommes lézards, et Riffraff aussi, le nécro. 2 touchdowns encaissés. Et les plus mauvais, bah si, il faut en parler aussi, il faut en parler des plus mauvais. Ils sont 3, à 11 touchdowns d'encaissés. Donc il y a Fracas, Johnny et Delphonix. Eh ouais, Delphonix, t'es là aussi, hein, malheureusement. C'est aussi toi qui baisse la moyenne des elfes sylvains. Alors Johnny, c'est marrant parce qu'il fait partie des meilleurs marqueurs et des pires défenseurs. Donc, le mec, il marque énormément, mais ils s'en prend plein aussi. C'est tout pour l'attaque, je m'en fous de la défense, je m'en fous. Ouais, ça marche plutôt pas mal finalement, parce que il a finalement encaissé un touchdown de plus que ce qu'il a marqué. Ah, ça lui fait de l'XP, tout simplement. Et puis la défense, c'est secondaire, c'est tout simplement secondaire. L'année dernière, ils étaient pareils, 3, il y avait Edzergon, Nico et Fracas, avec la même moyenne, moyenne, encore une fois, le même nombre total, 11. Donc on voit que Fracas, il est stable. Hein. Chaque année, les pires défenses, on le retrouve là. Et 11, voilà, 11 en moyenne, il se prend ça en moyenne sur les saisons. Le début de saison, c'est 11 pour lui, c'est son chiffre, 11 touchdowns. Fracas, c'est là 11 touchdowns. Encaissé, encaissé. Alors sur les passes, la stat est dingue. Hein. Encore une fois, vous voyez sur le tableau, la moyenne de passes par équipe et par match, 0,74. C'est faramineux, ça crève les plafonds. Même la saison 2022-2023, qui était une excellente saison, elle n'atteint pas la cheville de cette saison. Sur les rosters, forcément, c'est les OELF et l'Union Elfique qui se chamaillent la première place. Et on pensait que les OELF allaient emporter le combat, et non, c'est l'Union Elfique qui fait 3,15 passes en moyenne par équipe et par match. Donc elle bat les OELF qui ne sont qu'à 2 en moyenne passes par match. C'est une différence énorme. Hein. C'est drastique comme diff. Je pense que c'est fini. Les OELF, sauf à changer totalement de style de jeu, n'arriveront jamais à rattraper l'Union Elfique. Donc on peut d'ores et déjà dire, dès aujourd'hui, je pense que l'Union Elfique va être le roster le plus prolifique en fin de saison régulière en termes de passes réussies, en tout cas de moyenne de passes réussies. Les plus mauvais, c'est les nécros qui ont fait 0 passe. Tout simplement, les mecs, ils ont dit non, on a que 4 joueurs qui peuvent jouer à la balle, donc non, on va pas se faire de passe. Non, ça va. On laisse ça aux autres, il n'y a pas de souci. T'inquiétez pas, on va pas faire ça. Et là pour le coup, on voit que le nombre de passes a explosé, mais littéralement par rapport aux saisons précédentes. C'est que Zaiko, il est déjà à 23 passes. À 23 passes réussies, c'est pour l'instant le meilleur passeur. Les kneecaps et le propre, ils sont loin derrière, avec 19 passes. Suivi donc le premier elf, c'est Unfunny Valentine, la doublette, Funny, donc, avec 13 passes réussies. Et pour comparer à l'année dernière, le premier c'était Edzergon, il avait fait à la même période 16 passes. C'est-à-dire il y a déjà 2 équipes qui ont fait mieux que lui. Alors les plus mauvais, on va pas en parler, mais ils y sont tous. Hein. Déjà, il y a tous les nécros. Les nécros n'ont pas fait de passe, comme je disais. Donc tous les nécros sont là. Et puis, il y a plein d'autres coachs qui se sont dit, je ne vais pas faire de passe. Donc, bon, on verra en fin de saison les mecs vraiment qui se sont dit, je ne veux pas te faire passe du tout. Mais là, on ne va pas en parler non plus. On ne va pas épiloguer là-dessus.
Et pareil, sur les interceptions, les déviations, je ne vais pas épiloguer, juste pour vous dire qu'on est quand même à 3 interceptions réussies au total sur ce début de saison, le premier tiers de la saison. C'est équivalent à la saison 2023-2024, on en avait fait 3 aussi, mais vous voyez que c'est une exception qui confirme la règle. Par contre, au niveau des déviations, on n'en a fait qu'une. L'année dernière, il y en avait 4, mais rappelez-vous, il y avait ce match du n'importe quoi entre les Slans de Fracas et les nains du chaos de la Blatte où ils avaient fait trois déviations dans le même match. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, donc arrêtons d'en parler de ce match-là. Mais bon, c'était l'exception qui confirmait la règle aussi. Là, on est sur une moyenne plutôt basse en termes de déviation. Bon, c'est des petites stats comme ça que je vous donne, mais on est quand même pas mal au niveau des interceptions. 3, c'est pas mal. Bah forcément, avec le nombre de passes qu'il y a, comme il y a beaucoup plus de passes de fait en moyenne, il y a forcément plus de tentatives d'interception de déviation. Donc forcément, cette stat-là n'était que appelée à augmenter par rapport aux saisons précédentes. Alors juste pour dire, les coachs qui l'ont réussi, le seul déviateur, le seul déviant, on va dire, de ces débuts de saison, c'est Jadawin avec sa déviation qu'il a réussi, je ne sais plus dans quel match, hein, peu importe. Et les 3 intercepteurs sont Gérard Palace, l'homme qui murmurait à l'oreille de Gérard Wallace, le PEG et Akhtar, donc un orc, un nécro et un humain. C'est bizarre, hein, j'aurais pensé que c'était normalement les équipes agiles qui devaient être meilleures interceptrices ou meilleures déviantes. Bah pas du tout, c'est pas du tout le cas. Ah, parlons maintenant des stats de violence, les stats qui vous plaisent, hein, bande de petits coquins. Donc, comme je disais, par rapport aux saisons précédentes, on est sur une saison moyennasse. On a fait au total 490 sorties OD. Ça fait 98 par journée. Bon, je sais pas si c'est une stat qui vous parle, mais ça fait 1,16. Ah, non, pas 1,16. Ça fait 1,69, pardonnez-moi, en moyenne par équipe et par match. Soit au total 8,45. 8,45 au total sorties réalisées au total sur le premier tiers de la saison par équipe. C'est pas mal, c'est dans la moyenne, voilà, vous voyez le tableau qui s'affiche, c'est vraiment assez moyen, c'est pas catastrophique non plus, hein. On a bien cette saison 2023-2024 qui était pour le coup drastiquement plus mauvaise que la saison que nous vivons aujourd'hui. Alors les meilleurs sorteurs, comme je disais, le KO, 2,46 en moyenne, c'est pas mal, au moins ils ont ça à mettre dans la besace alors qu'ils sont presque les plus mauvais sorteurs et presque la pire défense les plus mauvais marqueurs et presque la pire défense du début de saison. Au moins, c'est les meilleurs sorteurs. Les orques, donc comme je disais, 2,24, c'est pas mal aussi. Et puis les Minus avec 2 sorties en moyenne. Et oui, Morgue, etc., etc. Ça aide, hein, ça aide à faire des sorties. Les plus mauvais, bon, alors il y a une équipe, c'est normal, ils ne jouent pas là-dessus, c'est les Elfes Sylvains, 0,86 sorties réalisées en moyenne par équipe et par match, mais c'est normal de les retrouver là. Par contre, les Vampires, c'est un peu moins normal, une sortie seulement de réaliser en moyenne. C'est très moyen pour les Vampires, c'est même faiblard, on va dire. Puis les Skaven, une 26. Bon, les Skaven aussi, on ne les attend pas sur cette stat-là, donc c'est peut-être aussi normal. Alors, quels sont les meilleurs sorteurs? Là, il y en a un qui crève les plafonds, c'est Akhtar. 21 sorties OD réalisées. C'est stratosphérique, il a défoncé les équipes adverses. Notez qu'à la même période de l'année dernière, qui était déjà, vous voyez, une saison bien plus prolifique en moyenne en termes de sorties réalisées. Les meilleurs, c'était Chouf et Galadjin avec 17 sorties. Là, Akhtar, il fait 4 de plus déjà. Le deuxième, Alaric, il a 16. Et Galadjin, encore lui, il était premier l'année dernière. Là, il est troisième avec 14 sorties. Galadjin, j'ai l'impression qu'il aime bien jouer les bourrins. Hein, j'ai l'impression. Hein, parce que si on le retrouve quelque part, c'est dans les stades de violence. Hein, on le retrouve pas ailleurs. On le trouve que là. Hein. Enfin, les plus mauvais, ah bah là, faut en parler. Qu'est-ce qui se passe là, Artis? C'est quoi? Alors, ok, tu joues au Elf, mais une sortie en 5 matchs. Et, alors, je sais que c'est PJ qui t'aide et que lui, il aime bien jouer la balle, faire des passes, etc., etc. Mais une sortie en 5 matchs. Enfin, je veux dire, même l'année dernière, Edzergon et Baba Yara, bizarrement, ils avaient fait 3 sorties. Toi, t'as une. Et Delphonics, c'est pas mieux. 2 sorties, je veux dire, les gars, faut vous réveiller là. Allez, faut manger, faut donner un petit peu de, je sais pas moi, du Babybel ou du calcium à vos joueurs là. C'est pas possible là. Un peu de high pro ou je sais pas moi, un peu de créatine parce que c'est pas normal là. Faut les gaver là, les gars. C'est une et 2 sorties. Enfin, je sais pas ce que vous faites, mais c'est pas comme ça qu'il faut jouer.
Alors sur les blessures subies, vous voyez, c'est pareil, forcément. Alors les blessures subies, moi j'englobe toutes les blessures, enfin toutes celles sur lesquelles j'ai des stats. C'est-à-dire que quand on me remonte, par exemple, qu'un joueur s'est sorti tout seul un joueur, j'y inclus également les blessures subies sur agression, sur sortie dans le public, etc., 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 etc. Donc c'est pour ça que moi, les stats que je vais donner correspondent pas nécessairement au tableau que vous voyez sous les yeux, mais elles s'y rapprochent de manière très proche quand même. Hein. S'y rapproche de manière très proche. Oui, 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 oui. Si, ça se dit en fin fond je sais pas, de la Wallonie. Voilà, tout simplement. Non, on est encore une fois là sur une saison moyenne, 1,96 sorties subies en moyenne par équipe et par match, ce qui fait 9,81 au total sur le premier tiers de la saison en moyenne. C'est là qu'on voit quand même que la saison 2022-2023 était une saison légendaire. On était à 10,64 sorties, éliminations subies par équipe au total, ce qui faisait 2,12 par équipe et par match en moyenne. Enfin, c'était du gros n'importe quoi. C'était du gros n'importe quoi. Alors, les équipes les plus résistantes, c'est les Nécros. 0,93 éliminations subies en moyenne par équipe et par match. C'est très bon. Moins de 1, de toute manière, c'est un score faramineux. Pour vous dire la résistance des Nécros, c'est qu'ils sont encore meilleurs que les gros bras, donc que les unis représentés bagarreurs, hein, les grosses équipes de Nantes, du Chaos, etc., qui sont à 1,35 éliminations subies en moyenne. Et même les morts vivants qui sont aussi un des rosters hyper solides, ils sont à 1,46, donc largement derrière les Nécros qui sont à 0,93. Vraiment excellent score des Nécros. Les plus mauvais, forcément les minus, mais bon, on s'y attend, mais c'est pas très grave. Hein. 3,27 en moyenne minus sortie. 3,27, c'est que, hein, sachant le nombre de minus qui sont, 3,27 par équipe et par match, c'est pas très grave pour eux, hein, soyons honnêtes. D'où aussi leur bonne forme, hein, ce qui explique leur bonne forme. L'Union Elfique, alors d'habitude c'était eux les plus mauvais, là ils sont que deuxième plus mauvais, 2,45. Bon, ils tournent. Alors il y a une saison, je ne sais plus laquelle, c'était quand Fracas jouait Union Elfique. Une de ces saisons où ils jouaient Union Elfique, ils étaient à plus de 3 hein, sur le premier tiers de la saison. Donc là, à la limite, ils limitent les dégâts. Enfin, les Scaven et les Elsilvains à égalité, 2,33. Bon, voilà, c'est des rosters. De toute façon, on sait que ça va prendre des bangs, ça va prendre des coups, donc c'est un peu normal de les retrouver là. Alors, en termes de coach, individuellement, en termes de blessures subies pures, OD, c'est bien Melfios, il est à 0. Malgré tout, il n'est pas totalement vierge en termes d'élimination subie. Il a quand même pris une agression par Bosque, donc moi je lui donne un point d'élimination quand même, il n'est pas à 0 totalement, il s'est quand même pris une élimination, mais même 0 sortie OD subi sur les 5 premiers matchs, c'est juste mais incroyable, c'est du jamais vu, c'est plus que solide comme roster orc, pour lui en tout cas, comme équipe orc. 0 sortie subie OD et une agression seulement sur les 5 premières journées. La preuve, le deuxième dans la liste, c'est Chouf avec 4. Alors, vous voyez sur le tableau de Scarabée, il y en a d'autres qui sont à égalité avec Chouf, sauf que les autres, les Pedro, les Muser, Getzergon, les Jadawin, etc., ils ont subi des agressions, ils ont subi des sorties dans le public, donc en fait ce chiffre-là augmente pour eux, alors que du côté de Chouf, non, le Chouf est resté vraiment à 4 éliminations subies au total, ce qui est déjà aussi une excellente moyenne. Alors le meilleur l'année dernière, c'était Crouch, il en avait subi 3, donc vous voyez que Melfios, il est bien meilleur que Crouch l'année dernière. Elle est plus mauvais. Alors là, pareil, dans ce tableau-là, il n'y a pas tout. Les plus mauvais sur le tableau, c'est Poire Abricot, Buckler et Imperator. 18. En réalité, ils ont subi 20 éliminations parce qu'il y a eu 2 agressions aussi qui se sont pris dans la tranche. Et Zaiko, 19. Hein, donc il est pas à 14. Il s'est quand même pris des sorties publiques, des agressions. Donc il est à 19 en réalité, élimination subie. L'année dernière, Nick Cap et le propre étaient déjà à 21. Donc voilà, on est plutôt sur une moyenne plutôt basse, notamment pour les minus en termes de sorties subies. C'est pas mal. C'est pas mal quand même pour ces rosters-là. Bon, Zaiko, il est un peu dans le dur sur le début de saison. Et puis, cette stat-là, elle le démontre. Hein. Il prend plein la tronche. Là où un Ashram, par exemple, s'en sort très bien en termes de résistance physique.
Alors, sur les sorties publiques, bon, rapidement, on est aussi sur une saison moyenne, hein, 17 sorties publiques en moyenne au total sur les 5 premières journées. On était par exemple à un 22 en 2022-2023. Ça fait une moyenne de 0,29 par équipe. C'est pas génial, hein. On est sur une très faible moyenne. Alors ça s'explique aussi par le fait que il y a moins d'équipes avec des frénétiques cette saison, hein. Ceci explique cela tout simplement. Voilà, tout simplement. Même s'il y a quand même pas mal de Norse, mais en moyenne, voilà, les saisons passées, il y avait un peu plus d'elfes noirs ou un peu plus de nécro. Là, on a que 4 équipes Norse et derrière, on a 3 équipes elfes noirs, 3 équipes nécro. Il y avait plus ça les saisons précédentes. Alors, les meilleurs c'est Asmogi et Johnny. Ils ont fait chacun deux sorties dans le public, chacun. Donc bravo à eux, bravo à eux tout simplement. Mais vous voyez, 2, c'est pas énorme, hein. Je me rappelle d'une saison où c'était Sobek, il avait, je crois, déjà 4 ou 5 sorties publiques avec ses nains. Donc on est loin des standards classiques en la matière. Parlons maintenant des agressions. Bon, comme je vous ai dit, hein, c'est très 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 bas, très moyen. Au total, on réalise 58 agressions, ça fait 11,6 agressions en moyenne par journée. C'est pas génial. C'est pas génial, ça fait une agression en moyenne au total par équipe. 58, bah ouais, on est 58 coachs. Donc vous voyez, par rapport aux saisons précédentes, on est plutôt dans le orange, voire le rouge, hein. On est dans une des pires saisons. Ça fait 0,2 en moyenne par équipe et par match. C'est pas top. C'est pas top, c'est vraiment très moyen. Alors, qui sont les meilleurs rosters? C'est les Minus. 0,87 agressions réussies. C'est moyenasse. C'est moyenasse. Les Minus qui sont même pas à une agression réussie par équipe et par match, c'est vraiment très mauvais. Les Orques Noirs, 0,65. Alors, oui, j'y contribue pas mal, mais je suis un des rares qui le fait. Je suis déçu de mes confrères Orques Noirs, vraiment déçu. Puis les unis représentés polyvalents, bah ouais, il y a les bas-fonds dedans, donc 0,4 grâce aux bas-fonds notamment de Bosque. Et puis ceux qui agressent pas du tout, bouh, 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 on les descend, bah, c'est les hauts elfes, encore eux, les Elsiva aussi, et puis les nécros, les gars, les nécros. Alors ils vont me dire, on n'a pas besoin de ça. Mais quand même, un petit crampon de zombie par-ci, par-là, quand même. Allez les gars, pour le spectacle, vous auriez pu faire un effort. Déjà que les nécros, ils sont bons au niveau des touchdowns marqués, de la défense, et puis surtout des points pris. Quand même, pour le public, faites ça. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour le public, quand même, pour le public. Bon, les meilleurs agresseurs, pour Bricker et Buckler, 8, pas mal. Bravo, bravo. Bah, après, c'est pas génial non plus, hein, attention, hein, on va pas leur lancer des lauriers, et on va pas s'épancher à leurs pieds. S'épancher à leurs pieds. Ouais, s'épancher à leurs pieds, pourquoi pas. Derrière, Kral, JC, donc les Orques Noirs, et moi. Alors, je suis un peu déçu. Moi qui jouais le prix du crampon d'or, à mon avis, ce ne sera pas pour moi cette année. L'année dernière, Yeti était déjà à 9 agressions réussies, hein. Donc, et en plus, je crois que c'est même pas lui qui avait remporté le prix du crampon. Je sais plus. Donc c'est moyen, c'est très moyen. Et surtout, il y a énormément de coachs qui ont fait 0 agression. Je ne veux pas les citer, vous n'avez qu'à regarder, mais il y en a énormément qui ont fait 0 agression quand même. J'ai déroulé la liste, mais elle est longue. Elle est longue comme la ficelle du string d'une nana que j'ai connue par le passé. Enfin bref. Alors du coup, qui est le plus agressé? Au niveau des rosters, ceux qui ne sont jamais fait agresser, c'est les morts-vivants, les nécros, les vampires et les universalités unireprésentés polyvalents. Alors pour les vampires, ça m'étonne. Les morts-vivants, les nécros, à la limite, je veux bien, mais pour les vampires, ça m'étonne que personne n'ait allé cramponner un petit vampire au sol, voire un serviteur qui a été bouffé par un vampire ou tombé tout simplement sur blocage. Personne n'est allé les cramponner. Ça m'étonne, ça me déçoit. Et puis ceux qui se sont fait le plus cramponner, pour le coup, on retrouve les humains. Je sais pas pourquoi. Tout le monde déteste les humains. Presque une agression tous les 2 matchs subis. 0,46. C'est beaucoup par rapport à une moyenne qui est plutôt basse chez nous, hein. Cette saison, je rappelle qu'on est à une moyenne de 0,2 agressions subies par équipe et par match. Les humains, ils sont à plus du double de ça, 0,46. Hein. L'Union Elfique, c'est pas mieux, mais bon, à la limite, l'Union Elfique, c'est normal.
on aime ça, cramponner de l'elfe. 0,35. Et puis les Amazones, pareil. Dès qu'il y a une Amazone au sol, on y va. On y va, faut y aller. 0,3, c'est même un résultat plutôt moyen pour les Amazones. Alors que même une Amazone au sol, il faut se jeter dessus, les gars. On cherche même pas à comprendre. On se jette dessus avec les crampons aiguisés à l'opinel. C'est un conseil que je vous donne. Et écoutez les conseils du tonton Dudas. Parfois, ça fait du bien. Alors, en individuel, il y a énormément de coachs qui sont pas fait cramponner, mais tant mieux pour eux, bravo pour eux, je veux pas tous les citer. Là, ce qui est sympa, c'est d'aller voir ceux qui se sont fait le plus marcher dessus, c'est ça qui est drôle. Et donc, on dit bravo à KM Pégus, qui, pour son retour après tant d'années d'absence à la Lutèce, eh ben, on l'accueille avec les lauriers, les baisers des femmes, et puis le crampon de 12 dans la tronche, tout simplement. 6 agressions subies en 5 matchs. Je rappelle, donc lui, c'est plus d'une agression subie par match, là où la moyenne, elle est de 0,2. C'est-à-dire, lui, il a subi 5 fois plus d'agressions que la moyenne des coachs. Voilà, je pose ça là, comme ça. KM, voilà, je crois que le mec, il t'aime pas trop. Je te pose là comme ça, et puis t'en fais ce que tu veux. Tout simplement. Et puis derrière, on a, alors Zaiko, bon, c'est de l'Union Elfique, donc on comprend. Dartben, je comprends un peu moins. Orque Noir, comment tu subis autant d'agression, je sais pas. Alors c'est peut-être le retour du bâton que tu te prends dans la tronche, ou alors tu n'agresses pas suffisamment, et derrière, donc du coup, les gars en profitent. Mais 3 agressions pour un Orque Noir subies, c'est beaucoup, je trouve, c'est beaucoup. L'année dernière, Zaiko et DJ, alors il y avait déjà Zaiko et DJ, ils avaient subi 4 agressions. Là, à la même période de l'année, là, KM, Pégus, 6, ça fait mal, honnêtement, ça fait mal. Alors, il faut aussi, donc du coup, une fois que j'ai fait le tour de toutes ces différentes statistiques de violence, il faut faire un résumé global de ce que j'appelle moi le facteur de violence. Et pour l'illustrer, j'aime bien ce tableau de Scarabée qui démontre le nombre de joueurs titulaires morts par équipe. J'adore ce tableau. Mais avant d'en parler, voyons quand même la violence globale. Comme je disais, on est vraiment sur une saison très moyenne. On fait 565 blessures sur les adversaires au total. Donc je compte là-dedans les sorties OD, les agressions, les sorties publiques. Ça fait 113 par journée. Bon, c'est une stat qui parle pas à grand monde. La stat qui parle le mieux, c'est 1,95 éliminations adverses par match en moyenne par équipe. Ce qui fait au total 9,74 par équipe sur le premier tiers de la saison. Vous voyez qu'on est dans le jaune par rapport aux saisons précédentes. La saison 2022-2023, c'était vraiment une saison légendaire. Encore une stat qui le démontre. Les rosters les plus prolifiques en termes de violence pure, dans sa globalité, c'est les Minus, 3,13 éliminations. Donc les Minus, avec pas mal de sorties qu'ils font, plus les agressions, voilà, c'est une stat qui grimpe. C'est les plus violents. Le roster le plus violent, c'est bien les Minus. Le KO, vu qu'il fait moins d'agressions, il est qu'à 2,67. Pourtant, c'est le roster qui fait le plus de sorties OD. Mais c'est pas le plus violent. Et puis les orques et les unis représentés polyvalents, pardonnez-moi, 2,4 en termes de facteurs de violence, très bon score. Et puis les moins bons, forcément, on retrouve là les rosters qui jouent pas là-dessus. Les elfes Sylvain à 0,87, les O-elfes 1,24, pas mal, ils se rattrapent un petit peu avec des sorties dans le public notamment. Les vampires, je suis très déçu, 1,4 éliminations en moyenne par coach et par match, c'est très faible pour les vampires. C'est pour ça qu'on ne le retrouve pas pour l'instant dans le haut du panier du classement, même s'ils s'en sortent plutôt honorablement. On l'a vu tout à l'heure avec le nombre de points par match, ils sont dans la moyenne, ils sont plutôt bien positionnés. Alors le plus violent, c'est Akhtar, 23, c'est énorme, 23 en termes de facteur de violence. Il était à 21 sorties OD, plus je crois 2 agressions, il est donc à 23 éliminations adverses et réalisées. L'année dernière, le meilleur c'était Yetislik, il était à 19. Donc vous voyez, l'écart est juste immense. Les seuls qui l'avaient dépassé, c'était Poire Abricot et Imuserg. Ils étaient à 24 en termes de facteurs de violence à la saison 2023-2024. Pour le coup, c'était une saison pas
pas très prolifique, sauf pour quelques coachs. C'était même la saison la moins prolifique en termes de violence, sauf pour quelques coachs. Pour Abricot et Musard, ils étaient à 24 à cette même période de l'année. Alaric, donc cette saison, il termine troisième sur le podium avec 16 points en termes de facteurs de violence. Et donc les plus mauvais, je disais, c'est Laertis, un point, il a fait juste une sortie, et donc Delphonix 2. Voilà, parce qu'ils n'ont pas fait d'agression ni de sortie publique. Un point pour Laertis avec son compère PJ et deux pour Delphonix. Alors maintenant parlons du nombre de joueurs titulaires éliminés morts tout simplement. Le plus mauvais d'entre nous, c'est Courchevel. 4 titulaires morts déjà en 5 journées, 4 joueurs morts en 5 journées, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Et puis surtout, c'est pas des moindres, parce que certes, il y a un cochon à bière, mais il y a aussi un Ulverner et une Valkyrie. Alors ok, ils n'étaient pas compés, mais quand même, ça fait beaucoup de points, n'est-ce pas, pour le prix du meilleur chasseur des adversaires. Mais ça fait mal. Ça fait mal par là où ça passe. Hein. Le single malt, il a du mal à passer Courchevel cette année, j'ai l'impression. Et puis Unefoni Valentine et la Blatte aussi, 3, c'est aussi un gros score dans la tranche, même si pour la Blatte c'est pas très grave, c'est beaucoup de gobelins, donc c'est moins grave. Pour Phony, donc Unefoni Valentine, 3 au Elf. Mais on en parlera plus en détail quand on parlera du prix du meilleur chasseur, ne vous inquiétez pas. Parlons maintenant plutôt du public. Sur quelle tendance nous sommes? Alors, pour ceux qui s'intéressent, on a accueilli 1 244 000 spectateurs sur l'ensemble des matchs joués sur le premier tiers de la saison, ce qui fait par journée 248 800 spectateurs. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas mal? C'est plutôt moyen. Honnêtement, je pensais que ça allait être bien mieux. Honnêtement, on est sur une des pires saisons depuis que je suis les stats. On est à 4 289,65 spectateurs par équipe et par match en moyenne, ce qui fait 21 448,28 spectateurs au total par équipe sur le premier tiers de la saison. Vous voyez que c'est par rapport aux saisons précédentes. C'est pas génial. Alors je me pose des questions. Est-ce que la Lutèce perd en attractivité? Est-ce que voilà, les gens s'intéressent de moins en moins, qui sont happés par d'autres intérêts que le Blood Bowl? Je ne sais pas. C'est à vous de répondre à cette question. Quoi qu'il en soit, on est sur une tendance plus faible. Naturellement, c'est dû au fait que peut-être il y a eu moins de coachs qui ont pris de la fame du fan factor, si vous voulez, en début de saison. Et donc, ceci est dû à cela. Alors, qui sont les rosters les mieux pourvus en termes de spectateurs, les plus spectaculaires, donc les plus attrayants pour le public? Les Minus, 6400 spectateurs en moyenne par équipe et par match. Pas mal, bravo les Minus. Les Amazones, alors elles, c'est une tendance assez globale. C'est normal, ça fait partie des rosters qui peuvent se permettre de prendre de l'inducement, du fan factor en début de saison, 6000 spectateurs en moyenne. Et les Hommes Lézards, 5900 spectateurs en moyenne par équipe et par match. Les moins bons élèves, le chaos, tiens, on les retrouve 2667 spectateurs en moyenne. Les humains, 3000, donc encore des mauvais élèves. Et puis les elfes, 3080 spectateurs, donc vraiment encore un des rosters qui souffre en début de saison. À force de ne pas gagner ou même de perdre du fan factor, forcément, moins de public vient les voir. Alors les meilleurs, Courchevel, il est donc à 43 000 spectateurs au total, ce qui fait 8600 spectateurs. C'est une moyenne énorme. 8600 spectateurs en moyenne par match, c'est juste stratosphérique. Sachez que l'année dernière, à la même période de l'année, c'était encore lui, le meilleur, le plus attrayant pour le public, l'idole des foules, c'était encore Courchevel. Il était à 8200. 8200, c'est la moyenne en termes de spectateurs par match. C'est la moyenne d'Imperator Day. Il est à 8200, ce qui fait 41 000 spectateurs au total. Puis suivi de l'homme lézard Nico, il est donc à 39 000 au total, soit une moyenne de 7800 spectateurs par match. Et les plus mauvais, les cuillères en bois, c'est les coachs qui souffrent. Hein. Donc DJ, encore une fois, forcément, à force de ne pas marquer, de ne pas gagner des matchs, le public se détourne de son équipe. Et puis KM Pegus aussi, donc 2400 spectateurs en moyenne par équipe, ce qui fait un total de 12 000 spectateurs seulement. Donc vous voyez que Courchevel fait pratiquement 4 fois plus de spectateurs au total que DJ ou que KM Pegus.
Alors parlons des gains maintenant. Pareil pour les gains, c'est pareil, c'est une saison plutôt faible. Je me disais qu'avec le nombre de touchdowns marqués, ça aurait pu faire remonter un petit peu la pente, mais non, non, non. En fait, le nombre de spectateurs est tellement bas que même les gains sont pas faramineux. On est au total à 15 890 000 pièces d'or acquises au total sur le premier tiers de la saison, ce qui fait par journée 3 178 000 exactement pièces d'or glanées des différents sponsors, de la billetterie pour nos matchs. Ça fait une moyenne de 54 793,1 pièces d'or par coach et par match en moyenne, soit un total de gains moyens par équipe de 273 965,5 pièces d'or. C'est très précis, très très précis. Ce qui fait une des pires moyennes. Il n'y avait que la saison 2021-2022 qui avait fait pire, en tout et pour tout. C'était normal, c'était la saison où on découvrait le nouveau Blood Bowl. Les gens prenaient des rosters avec très peu de fan factor, donc très peu de public sur le début de saison. Et forcément, il y avait moins de public, moins de gains. Après, on avait fait l'inverse. Et puis cette saison, on retombe dans les... Peut-être dans nos travers, qui sait, peut-être dans nos travers, avec beaucoup moins de public et donc moins de gains sur les débuts de saison. Alors ok, on limite les dégâts grâce au touchdown, mais c'est pas faramineux. Alors les rosters les plus attrayants pour les sponsors, forcément les Amazones, hein, avec leurs courbes féminines et leurs jolies jambes et leurs fessiers bien galbés, elles sont à 70 500 pièces d'or de gagner par équipe et par match, forcément, hein, ça attire plus les sponsors. Hein. Les nanas en soutif qui jouent au Blood Bowl, ça attire plus les sponsors que des orques, par exemple, ou que Nurgle. Hein. C'est clair, hein, c'est clair. On est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Hein. J'enfonce des portes ouvertes. Derrière, le Homme Lézard, 68 000 pièces d'or gagnées. Ça, c'est parce qu'ils gagnent des matchs. Et donc, ils marquent beaucoup de touchdowns. Et donc, ils ont beaucoup de pépettes. Et les unis représentés polyvalents, 65 500. Alors là, bon, je ne m'explique pas. Peut-être aussi du fait d'un bon fan factor. Et puis, comme c'est un roster qui marche plutôt pas mal, qui marque des touchdowns, donc ça donne des pépettes. Les moins bons, forcément le KO, 44 000 seulement. Donc presque 2 fois moins que les Amazones. Pièces d'or en moyenne, hein, je parle bien. Le Ozelf, 46 000 en moyenne, pièces d'or par match. Puis les humains, 46 333, donc presque au niveau des OELF. Mais le KO est déjà loin derrière, avec déjà 2000 pièces d'or de moins en moyenne que le deuxième moins bon, les OELF. Alors, quel est le coach qui a gagné le plus de pièces d'or? Encore une fois, Courchevel. Le mec il pense qu'à ça. Oh, moi, les résultats, je m'en fiche. Par contre, j'aime bien avoir du public et des sous. 78 000 pièces d'or en moyenne par match, ce qui lui fait 390 000 pièces d'or au total sur le premier tiers de la saison. Alaric avait fait exactement le même score l'année dernière. Donc là, Courchevel, il égalise le très bon résultat d'Alaric de l'année dernière. Derrière, il y a Melfios. Son équipe marche de feu de Dieu. Donc forcément, il engrange des sous. 75 000 en moyenne pièces d'or par match, ce qui fait 375 000 au total. Puis Imperator Day, 74, il est juste au même niveau que Melfios, 74 000 pièces d'or en moyenne par match, ça fait 370 000 au total. Les moins bons, font parler aussi. Hein. Il n'y a pas à dire quand on peut se moquer, faut y aller. Le moins bon, c'est DJ, 34 000 pièces d'or seulement, donc plus de 2 fois moins que... Plus de 2 fois moins. 2 fois moins, tout simplement. Plus que 2 fois moins. Oui, ça se dit, ça se dit. En Wallonie aussi. Plus que 2 fois moins que Courchevel, 34 000, ce qui fait un total de 170 000 pièces d'or. 34 000 en moyenne par match. Taelas, un elfe qui a du mal, 36 000 seulement aussi, hein, pauvre Taelas hein, qui a du mal à s'en sortir, ça fait 180 000 pièces d'or au total. Puis Bud Milka avec ses nains du chaos qui marchent pas, bien que c'est des princes des draps, même les princes des draps ça attire pas les sponsors. 40 000 pièces d'or au total en moyenne par match, ça fait 200 000 seulement au total sur le premier tiers de la saison. 200 000, c'est le résultat qu'avait obtenu Delphonix l'année dernière, c'était le plus mauvais, en tout cas le moins attractif pour les sponsors. Donc vous voyez que DJ et Taelas font moins bien que le dernier de l'année dernière déjà.
Bien, et on finit par la stat la plus parlante, on va la voir dans les deux sens, elle est l'XP. L'XP, pourquoi la stat la plus parlante? Parce que c'est celle qui démontre, plus on a d'XP, plus ça veut dire que notre équipe marche bien. Donc forcément, faut en parler naturellement, et puis c'est pour ça que je garde ces stats pour la fin, parce que c'est la plus intéressante, la plus sympa. Là, comme je vous disais, contrairement aux autres stats qui étaient très moyennas, les XP, on est sur quasiment la meilleure saison depuis les 5 saisons passées. Je disais que la J5, c'était la journée la plus prolifique. Et là, vous voyez sur le tableau qui s'affiche que par rapport aux saisons précédentes, avec 11,75 d'XP en moyenne de glané par coach et par match en moyenne, on atteint presque la saison légendaire. Encore une fois, je ne cesserai de le rabâcher. Saison 2022-2023, on avait fait 11,78. Donc on y est presque. Vous voyez que par exemple la saison 2023-2024 ou 2021-2022, on était à 10,08. Ça fait presque un touchdown, un point d'XP de plus en moyenne par coach et par match. Par coach et par match en moyenne, c'est énorme, un XP de plus. Vous regardez par rapport où est-ce que vous en êtes par rapport à la moyenne globale des coachs sur le premier tiers de la saison. La moyenne, elle tourne à 58,75 XP en moyenne. Si vous êtes au-delà de ça, ça veut dire que votre équipe marche mieux que la moyenne des équipes. Si vous êtes en dessous, à l'inverse, ça veut dire que votre équipe marche moins bien que la moyenne des équipes de la saison. Alors, quels sont les rosters les plus prolifiques? Pour le coup, pour une fois, c'est pas les Scaven, c'est l'Union Elphick, grâce notamment à la performance faramineuse d'un des coachs, vous savez de qui je parle, 14,9 XP en moyenne, glané en moyenne, par match, l'Union Elphick, des fois et tout. Alors les Scaven par le passé faisaient mieux quand même, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, alors même que l'Union Elphick, c'est un roster normalement qui marche pas très bien à la Lutèce. Là, ils s'en sortent de manière merveilleuse. Donc c'est vraiment un excellent résultat. Derrière les Hommes Lézards, 13,1. C'est un très bon résultat, mais je m'attendais même à mieux compte tenu de leur forme au niveau des points pris. Ça veut dire qu'ils marquent beaucoup de touchdowns, mais ça veut dire aussi qu'ils font pas énormément de sorties, parce que s'ils sont à plus de 2 touchdowns par journée, 2 touchdowns, ça fait déjà, avec le JPV, ça fait déjà 10 points. Vous voyez, ça veut dire qu'à 13, ça veut dire qu'ils font pas énormément de sorties et pas de passes du tout. Les plus mauvais, il y a les Scaven, pardonnez-moi. En troisième place, les Scaven, mais là, pareil, Scaven, normalement, ils étaient les premiers. Là, ils sont qu'à 12,87. C'est un peu décevant. Là où normalement c'était les Scaven qui trustaient les premières places en termes de points d'XP prix, là ils sont, alors je vais pas dire dans le dur puisqu'ils sont à la troisième place du podium, mais ils sont bien moins bien que sur les saisons précédentes. Les moins bons, les Orques Noirs, ça on s'y attendait, c'est un roster qui a vraiment du mal, 9,25, même si moi j'attendais peut-être les Elfes Noirs, parce que les Elfes Noirs pour le coup c'est un roster qui gagne pas beaucoup d'XP. Non, les Elfes Noirs s'en sortent bien en termes d'XP cette saison. C'est vraiment les Orques Noirs qui sont les plus mauvais, et de loin, 9,25, ça fait pas vraiment rêver. Les deuxièmes, alors là pour le coup c'est une vraie catastrophe pour eux. Les Elfes Sylvains, seulement 10,13 XP en moyenne de glané par les coachs et par match, c'est vraiment catastrophique. Puis les Morts-Vivants, là aussi, c'est un des rosters qui souffre ce début de saison, 10,8, c'est vraiment pas digne des Morts-Vivants. Ça veut dire que ils marquent pas ou ils font vraiment très peu de sorties, c'est pas normal, c'est pas dans leurs habitudes. Alors quels sont les coachs qui ont fait le plus de sorties? Alors là, vous allez voir, il y a une petite particularité, parce que le tableau, qui est un tableau excellent de Scarabée, il donne pas malheureusement toute l'XP gagnée, il donne que l'XP gagné par les titulaires. Il parle pas de l'XP gagné par les journaliers par exemple, ni de l'XP gagné par les stars. Alors que moi je la compte parce que pourquoi je la compte? Parce que si je comptais pas l'XP gagné par les stars, par exemple un Minus qui marque 2 touchdowns et qui fait deux sorties dans le même match avec ses stars, ça veut dire que par exemple il ne fait que 4 XP sur un match qu'il a gagné où il a démonté l'adversaire, mais statistiquement il n'aurait fait que 4 XP dans les tableaux. Or, pour vérifier la bonne forme ou la mauvaise forme d'une équipe, faut prendre le nombre d'XP au total qu'il a gagné sur un match, puisque ça fait partie de son résultat final, de ce qu'il a fait avec les dés au final sur le plateau de jeu. Donc c'est pour ça que moi que je le compte, et c'est pour ça que les stats que je vais vous donner ne correspondent pas nécessairement à ce qui s'affiche sur le tableau, mais c'est pas très grave, c'est du détail.
Donc on est d'accord avec Scarabée, c'est bien Akhtar qui est le meilleur, le plus expérimenté, enfin son équipe la plus expérimentée, avec 90 XP, ce qui fait une moyenne de 18 par journée, c'est énorme. C'est énorme. Sachez que par le passé, il y a que Zaiko, lors de, encore une fois, la fameuse saison légendaire 2022-2023, qui avait fait mieux avec 98 XP. Rappelez-vous l'équipe Elf Sylvain des Zaiko. Nicap le propre s'en était rapproché avec 85 XP lors de la saison 2023-2024. Et puis l'année dernière, Alaric s'en était rapproché aussi de très peu de résultats de Akhtar avec 89 XP, donc la saison 2024-2025. C'était très bien, il avait marqué plein de touchdowns, donc c'était un peu normal qu'il se rapproche de Akhtar, mais Zaiko était au-delà, c'est le seul qui a été au-delà sur un début de saison par rapport à Akhtar. Derrière, on a Ashram, magnifique résultat avec 86 XP, donc 17,2 en moyenne. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure du pourquoi, du comment l'Union Elfique fait d'excellents résultats et première, c'est notamment, bien sûr, grâce à Ashram qui est meilleur marqueur, meilleur défenseur à égalité avec les autres et qui en plus fait pas mal de sorties. Donc 17,2, c'est juste un résultat de folie pour Ashram, pour l'Union Elfique. Hein. Et puis le troisième, par rapport au tableau qu'il y a là, le troisième qui apparaît sur le tableau, c'est Nicap et le propre, les troisièmes en fait. Mais en réalité, c'est Monsieur Odin. Monsieur Odin dépasse Nicap et le propre puisqu'il a 80 XP, 16 en moyenne. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je vais vous le montrer pourquoi. Tout simplement parce que lors de sa J4, il y a un fameux journalier qui l'avait pris, qui avait fait un touchdown et une sortie avec en plus de l'expérience supplémentaire grâce à la première de Nuffle, qui avait donc fait 6 XP. Donc moi je vois pas pourquoi je prendrais pas dans mes stats en termes d'XP glanés par l'équipe au total, je ne prendrais pas l'XP glané par ce journalier. Je trouve ça légitime puisque c'est bien M. Odin qui l'a fait OD ce résultat-là. Donc je le prends en compte. Et puis de toute manière, ça veut bien dire que dans sa forme globale de son équipe, il y a ça qui rentre en compte aussi. Donc c'est pour ça que je le mets dedans et c'est pour ça que pour moi, il est troisième. Il dépasse Nicap et le propre et prend la troisième place du podium. Enfin, les moins bons, là, faut en parler parce que là, c'est un drame. C'est le drame. J'ai rarement vu ça. Delphonix, avec des elfes Sylvain, 33 XP seulement, 6,6 en moyenne par match. C'est catastrophique. Il n'y a que Aplo, lors de la saison 2023-2024, qui avait fait pire, 32 XP. Donc, ça veut dire que Aplo, son équipe, il n'arrivait pas à la jouer, les hommes lézards. Mais ça veut dire que là, Delphonix, il fait que 1 XP de plus que Aplo, qui c'était vraiment en réalité, ce résultat-là de Delphonix, c'est le deuxième le plus mauvais de l'histoire ever, quoi, d'un début de championnat. Depuis, en tout cas, que je suis les stats, moi. Je ne vais pas refaire l'historique de tout, mais vraiment, c'est drastiquement catastrophique pour Delphonix. Dartben, il en est pas loin aussi, il s'en rapproche, hein, 34 XP, 6,8 en moyenne. Dartben, c'est pas bien non plus, hein. Franchement, c'est peut-être à cause de toi que les orques noirs sont les plus mauvais dans cette statistique-là. Et enfin, Baba Yara, là, je comprends pas. En orc, faire seulement 39 XP, là, faut changer de dé, Baba. Les dés de sortie, enfin, tous les dés. Tu jettes, tu en rachètes. C'est pas possible. On dit souvent que c'est pas les dés les problèmes. Là, j'ai l'impression que si. Parce que 39 XP avec des orcs, c'est juste pas possible. 7,8 en moyenne par match, c'est juste pas possible. Je veux plus voir ça. Baba Yara, je veux plus voir ça. Tu jettes, s'il te plaît. Tu brûles tes dés et t'en rachètes. Et puis il y a une stat dont je voulais vous parler pour finir, que je trouve excellente, c'est l'XP concédé. Alors moi je la comptabilise pas parce que j'en ai déjà trop de stats sur mes tableaux, mais Scarabée le fait avec son tableau et je trouve cette stat excellente. C'est l'XP donc que vous concédez, que chaque coach concède dans ses matchs. Alors elle ne prend en compte encore une fois, pas comme pour l'XP engrangé, que l'XP concédé face aux joueurs titulaires. Ça ne prend pas en compte les stars ni les journaliers. Donc, c'est un peu, le tableau, il est un peu biaisé, mais c'est pas grave. Ça donne une stat générale. Et là, on voit que celui qui concède le moins d'XP, c'est quand même Melfios, ce qui démontre aussi sa superbe forme hein, du début de saison. Forcément, en se prenant pas du tout de sortie, il concède pas beaucoup d'XP. Hein. C'est aussi bête que ça. Hein.
Derrière Riffraff, ce qui montre bien que les Nécros marchent fort avec 34 points. Donc il est qu'à un point de différentiel par rapport à Melfios. Et enfin, un autre qui marche de feu de Dieu, Ashram. Alors lui, je sais pas comment il fait avec l'Union Alphique. C'est un magicien, le gars. C'est Gérard Majax, je sais pas. Je sais pas comment il fait. La preuve en est, c'est que Zaiko et lui ont pris le même roster, la même équipe, et ils suivent totalement des chemins de traverse totalement différentes. Donc je sais pas comment il fait. C'est Mr. Magic, c'est Magic, Ashram. C'est pas possible sinon. Bravo en tout cas, bravo à lui, et puis bravo à Melfios et à Riffraff. Riffraff, bravo aussi, puisque c'est un jeune à la Lutèce, et finalement, à la force du poignet, il s'est construit à la force du poignet, tout simplement. Bravo à lui. Et puis comme on aime se moquer, hein, et puis aussi parce que ça montre justement le chemin totalement différent pris par les deux compères, ceux qui ont concédé le plus d'XP, et vous voyez que là, que Zaiko, qui, encore une fois, il a le même roster au départ hein, que Ashram, bah lui, par rapport à Ashram, lui, il est le deuxième le plus mauvais, 82 XP déjà de concédé au profit de ses adversaires. Bon, il est battu que par Johnny, alors je vous ai dit, Johnny Velociraptor, il s'est pris 11 touchdowns. Il en a marqué 10, mais il s'en est pris 11. Donc 84 XP de concédé, c'est un peu normal. Et puis Fracasse toujours là, pareil. Le plus mauvais défenseur comme Johnny, le plus mauvais défenseur. 80 XP concédé. Bravo les gars, bravo à vous, chapeau. Merci en tout cas, merci pour vos efforts, pour ce que vous faites, pour la Lutèce, pour les coachs, pour leur permettre de braver tous les dangers. Et ils vous leur donnent de l'XP. Je vous félicite. Bon, et puis il y a plein d'autres stats. Hein. Je vous invite vraiment à consulter ce tableau de Scarabée, de Scarabée évidemment, parce qu'il est génial. Il y a plein de stats dans tous les sens. Vous pouvez vous faire plaisir. Il y en a une que je comprends pas, c'est le David contre Goliath. Ça, faudra m'expliquer. Je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas de quoi ça s'agit, mais j'aime beaucoup cette stat qui m'intrigue, Enfin bref, voilà, ça fait déjà énormément de stats, je le sais bien, mais pour finir, la petite cerise, on va parler des meilleurs chasseurs. Parce qu'il faut en parler quand même, le meilleur chasseur. Alors en réalité, sur le premier tiers de la saison, les meilleurs chasseurs, ils avaient un peu du plomb dans l'aile en réalité. Pour le moment, sincèrement, c'est le pire démarrage de l'histoire de la compétition. Ce n'est pas catastrophique en réalité, ce n'est pas catastrophique, mais par rapport à l'année dernière, qui était l'année de tous les records, hein, on est loin derrière. Si je vous montre le tableau, là on est au total à 3 995 000 joueurs éliminés, là où l'année dernière on était à 4 785 et on était deux coches de moins. Donc vous voyez que l'écart est immense. Bon, après, il y a quand même des petits exploits et de petits plaisirs sur lesquels on peut juste lâcher les babines. Donc, on va en parler, évidemment. Mais bon, vous voyez sur le graphe hein, qui s'affiche devant vos yeux ébahis, encore une fois, et empli de bonheur. La J4, J5 et J6 étaient catastrophiques. Hein. Alors là, je vais parler, parce que bon, je vais pas parler que du premier tiers de la saison, parce que on va pas s'arrêter à ça. Les chasseurs, on a envie de regarder ce qui se passe aujourd'hui même, hein, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse. Mais vous voyez que il y a eu un creux monumental, catastrophique sur la fin du premier tiers et le début du deuxième tiers de la saison. Et ça reprend de plus belle, heureusement, avec la 7e journée. Alors ça peut s'expliquer par le fait que les coachs attendaient peut-être jusqu'à la 6e, 7e journée avant de commencer à jeter leurs joueurs blessés, à les mettre à la retraite pour recruter de nouveaux joueurs, là où enfin ils ont pu avoir de l'argent pour recruter les positionnels qui leur manquaient, ou des joueurs qui ont été blessés, alors que même avant, il fallait acheter la peau, il fallait acheter des relances supplémentaires. Ça peut s'expliquer par ça. Ça peut aussi s'expliquer tout simplement par le fait que c'est une saison où il y a, comme je disais, en moyenne beaucoup moins de sorties, donc, et pas beaucoup d'agressions, donc forcément moins de blessés, forcément. Mais bon, si je regarde le graphe, ça remonte et j'espère qu'on va retrouver des hauts niveaux de compétitivité, parce que c'est ça qu'on veut voir. Mais plus la compétition va avancer, plus il y aura de l'enjeu. Je suis sûr qu'il y aura plus d'agression, je suis sûr qu'il y aura plus de beaux jeux au niveau de la violence. Alors, qui sont les meilleurs chasseurs pour l'instant ? Pour l'instant, le meilleur chasseur,
à l'heure où je vous parle, c'est bien Alaric, 465 000 points de joueurs chassés. Je rappelle qu'à la même période de l'année, Chouf, même à la fin du premier tiers, il avait déjà largement dépassé les 500 000. Hein, donc là, on est vraiment en retard au niveau des chasseurs. Mais bon, un petit vampire et ça repart. Hein. Et puis quand on voit l'équipe d'Alaric, ça ne pourra que progresser, je suis sûr. Et surtout qu'il est talonné par un Imperator Day. Il n'y a que 5000 points d'écart entre les deux, 460 000 points pour Imperator Day, bravo. Notamment, il a chassé quelques joueurs intéressants ici, on le verra tout à l'heure, mais du joueur qui valait pas mal d'argent, donc c'est pas mal pour notre cher Imperator Day. Enfin, Doug Groznik complète le podium, mais il est déjà loin derrière. 395 000 points, vous voyez qu'il y a déjà un écart de plus de 60 000 points avec Imperator Day. Mais là encore, là, ça peut aller vite. Hein. Un elfe et c'est reparti. Et puis, je suis juste derrière l'affût avec 380 000. Là, c'est pareil. J'attends que ça, moi. J'attends que ça pour agresser et remonter vite dans ce beau tableau. Et après, le wagon des suiveurs, il est plutôt bien rempli. Hein. On voit bien qu'il y a pas mal de coachs qui sont bien placés, mais ils perdent déjà plus de 200 000 points sur le premier à l'ARIC. Par exemple, Martonnier et Luix, ils sont à 290. Azrag et Slad, ils sont à 285. Et Kral et JC, là, ils sont à 280. Jadawin, 250, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors du côté des pourrois, c'est guère mieux, hein. Sincèrement, là c'est pareil, on est loin des stats habituelles. Rappelez-vous des saisons où à cette période de l'année, Bud Milka, il était presque à 700 000 points de joueurs de perdus. Je ne parle pas de l'Eliké des Squeeze l'année dernière, ils avaient largement dépassé les 700 000 à la 8e journée du championnat. On en est très loin. On note quand même Courchevel, hein, 445 000 points de joueurs de perdus, et je rappelle 4 joueurs morts, décédés, morts direct, dont la Valkyrie, un Werner. Ça fait mal, ça pique le fessier. Derrière, il y a Lust for Blood. Alors Lust, pareil, comme KMPus, re-bienvenue au championnat. On t'accueille à nouveau le bras ouvert et le crampon en plein dans la face. 420 000 points de elfe noir de perdu, dont la fameuse stat, 3 blitzers déjà de perdu. Hein, 3 blitzers de perdu par Lust. Ça pique. Enfin, forcément, il y a de l'elfe dans ce tableau-là. Et Funny Valentine, donc Funny, 370 000 points d'elfe perdus, ça fait mal aussi. Et forcément, ils sont suivis par l'ARTIS et SSB, aussi des OELF. Hein. Les OELF, d'ailleurs, ils ont du mal. Hein. D'ailleurs, si on regarde bien le tableau de Courchevel, qui a fait un beau tableau sur les rosters qui marchent bien au prix du chasseur et ceux qui s'en prennent plus dans la tranche. Les OELF, ils ont perdu 1 720 000 joueurs. Je parle bien que jusqu'à la fin de la J5. Hein. C'est énorme, c'est un score magnifique. Merci les gars, merci. Autant de joueurs de perdus, c'est presque 2 équipes entières de OELF perdues en 5 journées. C'est beau, merci pour ce que vous faites. Sincèrement, j'ai les larmes aux yeux. Pour le coup, le roster les moins chassés, alors là c'est étonnant, c'est les Nécros et les Amazones, 0 points de joueurs chassés. Là, c'est une sacrée performance, notamment pour les Amazones. Alors je rappelle, c'est ces rosters-là qui ne se font pas agresser du tout. Est-ce que forcément il y a un lien ? Oui, il y a un lien. Naturellement, il y a un lien entre la bonne résistance en termes d'agression et le peu de joueurs. Pas du tout. Le 0 joueur de perdu sur le concours le trophée du chasseur par ces 2 rosters-là. Alors, sur le premier tiers de la saison, encore une fois, je remonte le tableau de Courchevel. Les meilleurs chasseurs étaient les Minus, en termes de roster, je parle bien, avec 1 550 000 points de joueurs de chassés, ce qui, avec le résultat total de 3 995 000 joueurs chassés, ça montre bien que les Minus avaient chassé plus du tiers des joueurs, ils représentent plus du tiers des joueurs chassés au trophée de la chasse, rien que les Minus. Donc chapeau bas, bravo les Minus, je suis fier de vous. Au contraire, pour le coup, les polyvalents unireprésentés et les Elsylvains, eux, ils ont dit, nous, on participe pas. On participe pas à ce concours dévoyé, rien n'affiche, nous, on chasse pas, on chasse personne, rien n'affiche. Ça ne saurait tarder, je vous connais, vous êtes trop mesquins. De toute façon, vous êtes des luticiens, donc vous allez vous y mettre quand même. Je le sais. Ne me mentez pas, je le sais. Bien, et puis de toute façon, pour finir en beauté, pour finir avec la petite cerise sur les gâteaux, le petit papillon, le petit nœud papillon sur le col de chemise, la petite
le petit serre-tête sur la tête de la petite fille blonde dans Ma sorcière bien-aimée. Enfin, je sais rien. Pour finir en beauté, tout simplement, les plus belles proies. Les plus belles proies. La plus belle d'entre elles, rien à dire. Nono. Nono, le premier, en plus le premier big guy de perdu. Nono, l'ogre bloqueur d'Imperator Day, mort, sous les coups des nécros de Jadawin, 168 000 points à lui seul, magnifique, bravo Jadawin. On voulait voir du big guy mort, et ben voilà, c'est Imperator Day qui paye les pots cassés. Alors en termes de points, c'est magnifique parce que c'est le plus gros score, mais je trouve que cette performance-là faite par Darben est meilleure parce que là c'est un danseur de guerre et on sait tous que l'impact d'un danseur de guerre, plus arracher la balle dans le jeu, est bien plus efficace que celui d'un ogre dans une équipe ogre, même avec blocage. Là, perdre un danseur de guerre avec arracher la balle, 145 000 points quand même. Ah, ça fait mal, Delphonix, je sais. Il en a pleuré, hein. Il nous l'a dit, il en a pleuré. Il a gagné le match, mais c'était bien une victoire à la Pyrrhus pour le coup. Hein. 145 000 points, un danseur de guerre de perdu, arracher la balle. Oh, ça fait mal. J'aurais pas aimé être à sa place. J'aurais aimé être à la place de Darben, par contre. Ça, oui. À la troisième place, 135 000 points aussi, la Valkyrie d'Azroag et Slad Mortis, chassée par le méchant, le monstrueux Alaric, 135 000 points. Là où c'est le bonheur, c'est que c'est le premier joueur doublement campé, hein, esquive blocage, donc la blodgeuse chassée de manière efficace et violente par Alaric. C'est là qu'on voit qu'Alaric, il fait bien le travail, hein, parce que moins il y a de blodgers dans le jeu, mieux on se porte. Alors, Darben en a éliminé un aussi, hein, quand je parlais du danseur de guerre, mais lui, c'est un blodger naturel. Là, le blodge, il avait été acquis, il avait été glané avec l'expérience de la Valkyrie. Ça pique les fesses, Azroag et Slad. Hein. Et là, même chose pour Kossus. Hein. Kikali, son lanceur star avec esquive et chef. Hein. Esquive et chef, il avait vécu jusqu'à la 8e journée. Bah ouais, mais chassé par les vampires du doc. 135 000 points aussi. Ouf, un lanceur si magnifique, si beau. Lanceur de. Alors, il avait déjà fait 10 passes. Hein. Il avait réussi 10 passes jusqu'alors. Ouf, ça pique aussi. Le lanceur-chef esquive, mort sous les coups des vampires. Ouf, ça fait mal. C'est comme pour Delphonique, ça pouvait retourner une saison, une perte comme ça. Hein. C'est presque jouissif. Quand je vois ça, c'est presque jouissif. Alors, Delphonix, il peut noyer son chagrin, la perte de son danseur de guerre, hein, dans le fait qu'il fait partie des meilleurs chasseurs et il noie son chagrin dans cette belle réussite. Il chasse lui-même le receveur de Isoda, le receveur de Un et Funny Valentine, le receveur doublement complet, hein, parce qu'il avait eu lutte et esquive. Il a chopé lutte et esquive. Il a chopé esquive le match lors duquel il a perdu un point de force. Et puis derrière, Un et Funny Valentine, ils ont dit ça suffit, la recrée a suffisamment duré. Hop, toi, la retraite c'est par là, la maison de retraite, tu y vas directement. Bah, au moins Delphonix il a ça, mais voilà, vous voyez, on continue dans le massacre des elfes avec un petit receveur. Vous m'en direz des nouvelles. Magnifique. Esquive lutte. Il lui manquait juste tribal. Bah non, moins 2 en force, ça va pas le faire. Allez, tu dégages. Et puis chez les agiles qui rapportent beaucoup de points, notant le receveur de Eddie, le si bien dénommé Bozo, Bozo le clown, le gutter d'Eddie, doublement compé aussi, lutte et arracher la balle, hein, le beau safety que tout le monde rêve à voir. Bah, il n'avait pas beaucoup plu à Dritz. Dritz s'est dit non, moi je préfère que les joueurs n'aient pas à avoir à faire ça, je vais faire œuvre d'intérêt général, je vais le massacrer. C'est ce qu'il fit. Et il le fit avec délectation et grâce, naturellement. 125 000 points, ça lui rapporte. Alors, Eddie, il a perdu un seul joueur pour l'instant. Il ne donne qu'un joueur au trophée de la chasse. Mais quel joueur, hein. Bozo, on veut tous avoir un Bozo accroché au-dessus de notre cheminée. Bah, pour l'instant, ce trophée-là revient à Dritz. Et voilà les gars, on en a fini avec cette vidéo. Ça reste déjà une vidéo assez longue. Mais bon, je crois que j'ai fait le tour de ce premier tiers de la saison dans les stades générales, dans les stades globales. Je vais faire une deuxième vidéo naturellement sur vos performances individuelles. Et puis en même temps, on va parler des projections.
Oui, oui, je sais, on est déjà à la fin de la 8e journée, la 9e journée a recommencé, mais comme je le dis toujours, moi, mes stats, je les fais en avance. Et puis, allez, et si je donnais les pronostics jusqu'à la J15? Comme ça, vous n'allez pas dire que je triche, bande de petits sagouins. Dans tous les cas, pour résumer globalement, on est sur une belle saison. Ne vous inquiétez pas, le début de saison est très beau, très sympa. Et effectivement, certaines stats, la violence, sont très moyennas, voire très mauvais. Tout ce qui est attrait du public, attrait des sponsors, on est en dessous, il n'y a rien à dire. Par contre, en termes de touchdown, on est sur une des plus belles saisons. En nombre de passes, on est sur la plus belle des saisons depuis que je fais les stats. En termes d'XP, on est deuxième meilleure saison. Donc, rien à dire. C'est beau. C'est magnifique. Bravo, bravo à tous pour tout ce que vous faites. Un petit effort sur le prix du meilleur chasseur et on aura une saison faramineuse. Il reste à voir ce qu'on va faire sur le tier 2, mais ça, ce sera pour une vidéo plus tard. Allez, je vous dis à ciao, bonsoir tout le monde, ciao les gars, ciao. Et puis on se retrouve très bientôt pour les statistiques individuelles. Salut les petits malins, ciao, ciao. Et vive la lutesse, naturellement. No one backs us, we don't care. No one